Est-ce qu'aujourd'hui, l'option diplomatique va presque miner, va dominer? Oui, déjà, précision importante, je ne suis pas spécialiste des questions du Niger. Je pense Non, qu'il y non, a je déjà... dis spécialiste sur la question aujourd'hui, parce que D'accord. c'est toi qui dois développer Il n'y a ça. pas de souci, je Voilà. vais développer, mais bon, ça ne fait pas pour moi autant un spécialiste, même si avec tout ce qui se dit sur le Niger, il y a l'effet Kroninger qui prend Quand même, de tu as eu plus l'ampleur. de, tu as eu On plus de entend... 35 000 vues à Oui. cause d'une de tes analyses sur le Niger. Oh, laissez tomber ça. Voilà. En fait, d'écouter des trucs sur un phénomène, on peut penser avoir l'appréhension du phénomène, de connaître tout sur le phénomène, même si c'est pas trop ça. Oui. Alors, pour poser les bases, déjà, il faut rappeler que c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui s'est opposé à une intervention militaire parce que cela pourrait entraîner un bain de sang. Déjà, important de rappeler que le 15 août, le Niger les militaires du Niger ont eu une attaque, une embuscade qui leur a été tendue. Ils ont perdu 17 hommes et 20 autres qui ont été blessés. Le 8e, hein? Justement, ce qui rappelle déjà que la zone, elle est suffisamment fragile. Je pense que je le rappelais plusieurs fois dans ce studio. Avant de parler d'intervention militaire, il fallait étudier déjà le contexte dans lequel cette intervention allait être faite. Vous avez une zone qui est fragilisée par des groupes terroristes et des groupes armés. Et vous avez une force en attente de la CEDEAO qui est censée faire une intervention sur le territoire. Non seulement, qu'est-ce qui pourrait advenir, c'est que ces groupes armés pourraient profiter même de la situation. Il y a un groupe même de rebelles aussi qui n'était pas pour le coup d'État. Donc, qui pourrait aussi s'associer à ces groupes armés et cela pourrait provoquer le chaos. Donc, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a jugé nécessaire qu'on ne parte pas à l'affrontement parce que le risque, c'est un bain de sang. Donc, les appels à négociation se sont multipliés. Déjà, le Niger est disposé à négocier. On a vu que les religions ont rencontré les autorités de la transition. Et dans le même sillage, il y a le président du Niger qui a amené une délégation auprès de Mahamat Déby, qui est actuellement le président du Tchad. Oui. Et il a rappelé, ils ont remercié le président tchadien de son soutien en quelque sorte. On a l'impression qu'ils veulent ramener le Tchad à se rallier. Qu'on le veuille ou pas, Déby, il est militaire. Et on sait tous que lui aussi, il est venu par coup d'État. Oui. Qu'on le veuille ou pas, même si on a essayé de camoufler la chose, c'est un coup d'État qui a bien eu lieu au Tchad. Exactement. Et entre putschistes, on essaye de trouver des voies et moyens de se soutenir. Donc ils se sont retournés. C'est pour ça qu'il avait même été désigné comme médiateur. Beaucoup se demandaient, mais ce n'est pas un bon exemple et tout ça. Et ils sont mieux entre putschistes pour mieux se comprendre. Sauf que l'un a les faveurs de la grande métropole française et tout ça. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'en ce moment, le Niger subit déjà de plein fouet assez de choses. Les sanctions économiques. Du côté du Bénin, déjà, la frontière avec le Bénin, il n'y a pas de transaction. Tout est au point mort. Parce qu'on a coupé. Oui, on a vu les camions quand même. Justement, les camions sont là. Et stationnés. ils sont stationnés. Donc, il n'y a pas trop de transactions de ce côté. Alors, tu vas revenir pour développer tout ça parce qu'il est l'heure de la pause, nos obligations commerciales. Nous allons revenir parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire avec le Niger, avec la crise du Niger. Et il y a d'autres sujets. Mais en attendant, restez positifs et surtout, restez avec nous parce que nous allons revenir. Prenez vos cafés pour avoir encore le cœur chaud puisque le débat, c'est avec les gants que nous avons portés sur les différents sujets. Nous allons débattre tout à l'heure dans le débat des polémistes. À tout à l'heure. Oui, bienvenue dans votre émission. On n'est pas gelé, vous êtes dans la deuxième partie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous avons commencé la deuxième rubrique qu'on appelle le débat des polémiques. Alors asseyez-vous confortablement, conduisez tout en écoutant la radio, la 93.1. Asseyez-vous sous vos... asseyez-vous alors sous vos manguiers, ou bien dire vos différents quand même cocotiers. Écoutez-nous partout où vous êtes. Vous êtes dans un restaurant, et peut-être, je ne vais pas dire dans un maquis ce matin, parce qu'il fait très tôt, mais vous êtes dans un restaurant, dans un bar-café. Alors, écoutez-nous, suivez-nous à la télé. Vous êtes dans votre émission ONPG que vous voyez au bout de l'écran, mais ça s'appelle On n'est pas gelé avec les polémistes. Le deuxième débat du jour, on parlait de la crise du Niger. Tamba était en train de développer aujourd'hui l'aspect diplomatique qui prend du terrain, mais avant il plantait le décor avec le djihadisme, avec des attaques, et on dit même que c'était la 8e attaque depuis quand même l'avènement du CNSP au pouvoir. Oui, je posais les bases notamment, tu viens de le rappeler. Je disais que même la CEDEAO avait tenu compte de la situation de cette attaque. Ils avaient même parlé de l'attaque, ils avaient fait un communiqué sur l'attaque. Et ils disaient que ce n'est pas pour autant
acclamait le putsch ou quoi que ce soit, il ne dérogeait pas à la règle du putsch, même quand le pays a eu une attaque. Donc je disais que le Conseil paix et sécurité de l'UA s'est opposé à toute intervention militaire en tenant compte de ces différents aspects. Déjà l'aspect djihadisme qui prime sur la zone, le fait qu'ils aient le président sous leurs mains en possession, le fait que les populations encore soient dans la zone et que les combats pourraient entraîner un bain de sang. Donc le Conseil de sécurité et paix de l'UA a décidé de surseoir à toute intervention militaire. En tout cas, c'est désolidariser de la CEDEAO pour dire qu'ils ne sont pas pour l'intervention militaire, mais qu'ils sont plutôt pour les voies diplomatiques pour remettre les choses dans leur contexte. Et il faut rappeler aussi que l'ambassadrice des États-Unis au Niger devrait normalement rencontrer les autorités de la transition. Elle a rappelé qu'elle ne les rencontre pas pour légaliser ou légitimer le putsch, mais c'est plutôt pour discuter éventuellement d'une solution de sortie de crise, parce qu'il y avait eu amalgame. On pensait que le fait pour elle de venir sur le territoire rencontrer ses responsables pourrait être une façon de dire que oui, est-ce que le putsch n'est pas légalisé. Mais sauf que vu là où on est en train de venir, quelque part on craint fort qu'il n'y ait finalement une acceptation du putsch qui va se négocier peut-être par la libération du président Bazoum. Plutôt que d'un retour à l'ordre constitutionnel, on pourrait bien assister à une libération du président contre certaines garanties. Parce qu'à l'allure où viennent les choses, je disais que la CEDEAO allait payer de son empressement. Aussitôt, ils ont brandi l'argument de la force, l'argument de l'intervention militaire depuis le début. Je disais que c'était une très mauvaise idée. Et là, il y a un rétropédalage. Et quand vous faites rétropédalage devant des putschistes, quelque part, ils prennent leur aise. Ils se disent quelque part qu'ils ont le confort qu'il faut. La CEDEAO n'osera plus attaquer. Il y a des gens autour qui empêchent. Et ils ont évalué ces différents aspects-là. Sauf que la CEDEAO, dans un élan du bon papa qui veut montrer l'exemple, surtout le président Tinubu qui avait interdit, qui avait dit qu'il allait faire de l'éradication des putschs sa priorité, et que tout président qui allait tenter, tout militaire qui allait tenter un putsch serait démis on allait le déloger par la force. Donc tout ça, il voulait tellement bien faire les choses qu'il s'est empressé. Et aujourd'hui, la seule option qui s'offre à toutes les parties, c'est maintenant l'option de discussion. Les religions ont parlé aux autorités du Niger. La médiation internationale en a parlé. L'ONU a rappelé même l'aspect famine qui est en train de guetter le Niger aujourd'hui, parce que c'était un pays fragilisé, un pays sous perfusion des puissances et les différentes organisations. Aide au développement près de 2000 milliards, c'est quand même énorme pour une aide au développement pour un pays comme le Niger, pays sahélien, pays en proie avec le djihadisme et le terrorisme, pays où les nations comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, tous apportaient leur soutien. Donc il y a tellement de contextes qui pèsent, il y a tellement de facteurs qui pèsent dans la balance aujourd'hui, qui donnent qu'une seule possibilité aujourd'hui, c'est le recours au dialogue plutôt que le recours à la force. Mais ce n'est pas pour autant que c'est fini, parce que les chefs d'état-major encore de la CEDEAO doivent se réunir aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, ils doivent se réunir encore pour réorganiser, revoir les possibilités éventuellement. Mais la force en attente de la CEDEAO reste toujours active. On espère qu'on ne va pas en arriver là, et à l'allure où on va même pas en arriver à une intervention militaire. Mais est-ce que vous pensez que l'option diplomatique aussi permettrait aux autres de ne pas faire de putsch? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode aujourd'hui? Bon, je pense qu'il y a quelques jours, j'avais largement dit mon regard de la situation en rapport avec cette possible intervention militaire au Niger. Donc tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour que cela n'ait pas lieu. D'un point de vue juridique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue stratégique, tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour ne pas parler d'intervention militaire, donc de privilégier la diplomatie. Non, mais d'abord, la question que j'ai envie de poser, est-ce que nous allons rester toujours dans cette forme classique de condamnation? Au fait, il faut voir un peu la position géographique du Niger. Il y a plusieurs réalités qui prévalent, qu'il ne faille pas occulter. Dis donc. Oui. D'abord, le Niger la position géographique de tous les pays, quand même, c'est pas un point quand même. Où on va nous brandir ça sur la table pour dire qu'il faut voir la position géographique. Ce sont des aspects à ne pas nier. Depuis, je suis d'accord, mais depuis après le coup d'État, il y a eu une attaque quand même. C'est un pays, c'est un État en proie avec... Toutes les unités qui étaient là en attente, qui bloquaient la route aux djihadistes, sont remontées dans la capitale. Et puis là, vous avez vu, depuis, ça fait 8 frappes déjà. Ce sont les Nigériens qui sont en train de partir. D'accord, vas-y. D'abord, il faut rappeler que le Niger, c'est l'État le plus vaste de la sous-région ouest-africaine. Le Niger est un État qui est en proie avec le terrorisme.
le Niger, compte tenu de ses relations séculaires avec le Niger, il y a même la notabilité du avec le Nigeria. Il y a même la notabilité du Nigeria qui est venu voir le président Bola Tinubu pour exiger à ce qu'il privilégie l'option diplomatique que l'intervention militaire. Autant de raisons, et même les questions juridiques. Une intervention militaire, quand même, on ne se lève pas matin bonheur pour parler d'intervention militaire. Même la guerre est réglementée. Oui, même la guerre, elle est réglementée. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, autant de raisons aujourd'hui qui moi, m'amenaient toujours à dire que non, il n'y aura pas d'intervention militaire. Maintenant, sur la question de savoir, est-ce que le fait de privilégier la diplomatie ne pourrait pas encourager des coups d'État? Bon, le cas Niger est tout particulier. Je ne pense pas que encourager la diplomatie pourrait encourager des coups d'État. Vous savez, les poursuites au Niger, ils ont été très stratèges. Ils arrivent, le président Bazoum, on lui permet les premières heures, les premiers jours de téléphoner à qui il veut, il n'y a pas de problème. Mais après, quand ils se sont rendus compte que l'État se resserrait autour d'eux, voilà, ils ont également serré les choses autour du président Bazoum. C'est vrai, un comportement que moi je n'ai pas serré parce que là, le président Bazoum était victime de ce qu'on appelle des traitements inhumains et dégradants. Parce que lorsqu'il n'avait pas accès à la nourriture comme il le voulait, il y a Alpha Condé au début ici, il n'avait pas accès à part la nourriture. Il n'avait pas accès à plein de trucs. Moi, j'ai écouté quand même la fille de Bazoum qui déclinait un peu les conditions de vie de son papa. Mais c'est après ça, je crois que c'était le week-end dernier, qu'on a même permis à ce que son médecin puisse le rencontrer. Donc, il y a des éléments quand même qui étaient réunis. Maintenant, moi, je l'ai dit, si la CEDEAO force l'intervention militaire, on va perdre Bazoum. Rappelez-vous qu'au début, on perd Bazoum ou bien on perd le Niger? Non, Bazoum d'abord. Non, le discours même a changé. Hein. Au début, on demandait le retour de Bazoum dans ses fonctions. Mais aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. On ne parle plus de Bazoum. Au début, non, aujourd'hui, le discours a changé. C'est vrai, le discours a changé aujourd'hui. Et au début, vous savez, essaie plutôt de récupérer Bazoum, le mettre à retour à l'ordre constitutionnel. Tout ce que le président nigérien et d'autres chefs d'État comme Macky Sall, Ouattara ont fait, c'était juste un bruit. Les troupes africaines, aujourd'hui ne peuvent pas opérer sans un soutien logistique de l'étranger. Ça, arrête avec ton discours là. Vous aimez trop tendre la main. Juste j'aurais bien voulu. Si nous sommes en Afrique, on parle de souveraineté. Je suis pour la souveraineté des États africains. Non, mais arrêtez avant de tendre la main. Pour l'autonomie, autant financière et autre des États africains. Mais aujourd'hui, la réalité, il faut voir les faits en face. Il faut voir les faits en face. Mais Odilon, c'est que Odilon, tu t'adresses aux auditeurs. Non, c'est que je dis, ça ne veut pas. S'il vous plaît, laissez-le. Non, s'il vous plaît. C'est la CEDEAO elle-même qui a sollicité un accompagnement logistique et financier de l'Union européenne, de Washington. C'est pas faux, c'est qu'il a. Mais aujourd'hui, le discours de Washington, par exemple, même entre l'Union européenne et Washington, Washington a dit, mais écoute, maintenant, nous ne sommes pas prêts, on met la balle à terre. Les réalités, elles sont là. Donc, la question de savoir maintenant, est-ce que la diplomatie pourrait encourager d'éventuels coups d'État? C'est une question très intelligente qu'on se pose aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens pour pallier au coup d'État. Mais je ne suis pas en train de faire la promotion des coups d'État, mais il en aura toujours lorsque, toutes les fois que nous n'essayons pas de prendre l'alternance au pouvoir. Vous savez, après aujourd'hui... Après tu peux revenir, vas-y. Le cas Bazoum... Il ne te parle pas du Niger, il te parle principalement du coup d'État. Le cas Bazoum, on dit que c'est un coup d'État de trop, parce que le monsieur il est resté en fonction et cela. Mais il faut revoir la chose dans son antériorité. Les conditions dans lesquelles Bazoum les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Quel qu'en soit, il a été élu. Le parti de Mamadou Ousifou a sacrifié son principal challenger et a mis en avant son candidat. C'est ce qui s'est passé. Exactement. En fait, il ne s'agit pas de prendre l'alternance, mais il faut prendre l'alternance dans les règles de l'art. C'est là aussi le problème aujourd'hui. C'est ça, par la voie des urnes. Donc, moi, je pense qu'encore une fois, heureusement, qu'on finit par faire la promotion de la diplomatie. Heureusement, parce que si une intervention militaire a lieu, moi, je ne vois pas, ce ne sont pas les poursuites que je vois, mais c'est la population nigérienne que je vois aujourd'hui. En cas d'intervention militaire, elle constituera ce qu'on appelle... Adamawa, tu auras la parole. Je vous le dis et je vous donne ma parole. Il n'aura pas d'intervention militaire au Niger. Il sera délogé, dégagé. Merci. Laissez-moi voir d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce que vous arrivez ce matin. Adamawa a quelque chose à dire. Voilà. Quelle est la question que tu voulais poser? Je disais, il dit heureusement qu'il n'y a pas encore d'intervention militaire.
bon, on ne sait pas comment est-ce que ça va se terminer. Est-ce que toi, tu penses entre les deux? Est-ce que tu privilégies l'intervention militaire aujourd'hui ou bien la diplomatie? Qu'est-ce que toi, tu veux privilégier? Je privilégie la diplomatie. Personne n'aimerait qu'il y ait qu'une guerre soit déclenchée. Mais on ne sait pas encore comment est-ce qu'ils vont en finir. Est-ce qu'ils vont continuer sur la logique dont ils ont commencé, oui ou non? Est-ce qu'il y aura intervention militaire? Ça, on ne le sait pas encore. Parce que chacun... Je vais juste aider Adamawa. On attend encore. La CEDEAO n'est pas sur notre planète. Il faut rappeler qu'elle est suffisamment grande. Au niveau des Nations Unies, il y a le mot de règlement des conflits quand même. Quand vous prenez la charte des Nations Unies, il y a le chapitre 6 et le chapitre 17. Le chapitre 6 qui privilégie les moyens de règlement pacifique des conflits et le chapitre 7 qui fait recours et qui parle du recours à la force. Ça, c'est sur le papier. Oui, il n'y aura pas d'intervention militaire parce que là, ça tu es devenu le chef d'état-major de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, la forme classique de condamnation, la forme classique qu'on est en train de voir aujourd'hui, ne va pas permettre à d'autres États aussi? Est-ce que ça peut pallier au coup d'État? Ça peut pallier. Et puis, il y a des gens qui pensent que vraiment que l'Union africaine se désolidarise de la CEDEAO. Non, il faut comprendre. Mais c'est bien cela. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Oui. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Oui. C'est ce que la CEDEAO est en train de faire. C'est pour amener la junte nigérienne de revenir un peu sur la table des négociations. Oui. Si ça marche, tant mieux. Pour tout le monde, on privilégie la négociation, la concertation, le dialogue. Oui. Mais au cas où, si ça ne marchera pas, c'est l'option militaire qui est sur table. Oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il y aura des options quand même qui seront proposées par la CEDEAO pour le retour clair, et qui seront exécutées. Si ce n'est pas exécuté, à la lettre. Voilà, justement, si ce n'est pas exécuté, donc ça veut dire pour toi qu'ils peuvent toujours faire recours à force. Bien entendu, il faut aller vers le dialogue, l'accalmie, la concertation, mais c'est ça une diplomatie souterraine. Actuellement, peut-être la junte nigérienne va se sentir un peu ragaillardie par cette position de l'Union africaine, mais attention, est-ce que les émissaires que l'Union africaine envoie, est-ce que ce n'est pas des espions? Et les délégations des religieux et autres, est-ce que ce n'est pas pour sonder combien de fois la junte est déterminée à aller jusqu'au bout? Donc pour toi, c'est une sorte de reconnaissance de terrain. Très bien, c'est une mission de reconnaissance du terrain. Alors rapidement, moi je pose des hypothèses pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure pour savoir est-ce qu'à cette allure-là, on serait dans une position de ne pas pouvoir endiguer les coups d'État. Oui, justement. Déjà, je rappelle qu'en matière de relations internationales, il y a ce qu'on appelle la non-ingérence dans les affaires internes. C'est-à-dire que les règles internationales sont en principe ce qu'on appelle des règles de courtoisie. Exactement. Donc les États, il revient à ces États-là de décider de leur propre sort et les populations internes de choisir leurs dirigeants. C'est-à-dire que si dans le cas de la démocratie ça ne fonctionne pas et que les militaires viennent, si ce pouvoir est illégitime et que la population se lève, je pense qu'à ce niveau-là, les dirigeants seront obligés de quitter. Maintenant, ce que je dis, il est bien beau. On a vu des présidents qui ont été délogés et réinstallés par la CEDEAO. Je suis sur les principes. Donc, principe de non-ingérence là, on sait que les sanctions qui découlent généralement sont des sanctions économiques, sont le fait d'isoler le pays, le fait, par exemple, de ne pas apporter d'aide au financement, d'asphyxier l'économie du pays pour que l'économie... Mais aujourd'hui, à l'allure actuelle, je me dis que les coups d'État, il serait très difficile de les endiguer à partir du moment où il y aura quand même certains pays qui vont se souder les coudes. Oui. Parce que, je le dis pourquoi, parce que vous avez certains groupes de pays qui sont forcément d'accord avec le coup d'État et d'autres qui ne seront pas d'accord avec le coup d'État. Et ceux qui sont d'accord avec le coup d'État, par exemple, même les grandes puissances qui seront là tout le temps à apporter de l'aide, à collaborer avec ces États-là, peu importe, la légitimité d'un gouvernement ou d'un pays dépend de l'avis du peuple. C'est au peuple de valider la légitimité d'un gouvernement. Il se prend d'ailleurs. Parce que quand on parle du peuple, de quel peuple on parle?
Non, mais le peuple nigérien aujourd'hui, c'est... Le peuple nigérien, on parle d'abord du peuple à l'intérieur d'un État. Est-ce que c'est les 20 millions qui ont fait le coup d'État, inspiré quand même ce changement? Non, justement, c'est pourquoi je dis, si par exemple, il y a des manifestations et qu'on ne veut pas de ce régime-là, ça, on va sortir. Tout à l'heure, il a rappelé le fait de dire que le président Bazoum serait une sorte de garantie. Aujourd'hui, moi, j'ai parcouru sur la page de France 24, j'ai vu quand même que les autorités nigériennes sont en train de rassembler un maximum de preuves pour porter, c'est-à-dire des accusations contre le président Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État devant la CPI ou même devant les juridictions internes. Donc moi je me dis aujourd'hui, la meilleure négociation, la meilleure façon de gérer ce coup d'État, c'est de privilégier la négociation parce qu'un bain de sang serait énorme. D'accord, Gianni, sur la question. Ok, sur la question, je crois bien que Simon est parti. Bien vrai qu'il y a eu des couacs de part et d'autre. Et les relations internationales ne sont pas disons, assises sur les règles de courtoisie. Il y a également aussi des principes qui sont exigés en la matière. Et nous parlons surtout d'une organisation communautaire qu'on appelle la CEDEAO. En quelque sorte, la CEDEAO dispose de ce qu'on appelle une constitution. Qu'on appelle l'acte constitutif de la CEDEAO. Exactement, il y a l'acte constitutif de la CEDEAO. Il y a également aussi le protocole additionnel à la charte qui a été adopté relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, qui interdisent quand même toute prise de pouvoir par les moyens illégaux. Donc c'est pour autant dire que là, ça doit être une exigence. Et à partir du moment où vous avez ratifié donc ces conventions, ils deviennent de facto et de jure, ça s'applique sur vous. Lorsque tu parles de moyens, de pouvoir de les moyens illégaux, qu'en est-il du cas de la Côte d'Ivoire? Non, mais moi je ne parle même pas de ça. Tout à l'heure, il a parlé des méthodes de sanctions. Mais si toujours on dit que si vous ne le faites pas, on peut apporter des sanctions économiques, moi j'ai pas vu une intervention militaire. Ou par exemple... D'accord, non, vas-y. C'est pas lui. Très bien. Mais donc, je reste sur ça. Peut-être qu'on pourra continuer le débat maintenant. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui, est-ce que les condamnations traditionnelles permettront à endiguer le coup d'État? Parce que après chaque coup d'État, ce sont ces condamnations. C'est un phénomène naturel qui justement, qui va continuer, d'accord. Mais on fera recours toujours à cette forme classique diplomatique, privilégier la diplomatie. C'est que Odilon encourage. Est-ce que la CEDEAO ou bien les institutions ne peuvent pas se munir de quelque chose au moins pour peut-être d'abord endiguer ce coup d'État constitutionnel et ensuite permettre aux dirigeants de prôner l'alternance? Bon, déjà, il y a les règles juridiques sont posées qui interdisent toutes ces formes de prise de pouvoir, comme vous avez appelé les moyens inconstitutionnels. On les appelle comme ça globalement. Donc des moyens inconstitutionnels. Que ce soit maintenant les changements constitutionnels à l'effet de se maintenir au pouvoir, ou bien les coups d'État militaires donc pour arriver au pouvoir, sont formellement interdites en droit international. Maintenant, le cas est d'espèce. Pourquoi on ne parvient pas d'abord à endiguer le phénomène des coups d'État? Il y a la géostratégie, généralement. Les poutistes, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne viennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas du ciel. Il y a toujours des manœuvrages à l'appui. Le cas du Niger n'est pas un cas qu'on s'est levé le matin pour dire que non, on a retrouvé quelqu'un là-bas. Ça a été très bien préparé. Vous avez vu Mr. Poutine qui est sorti pour dire qu'il faut privilégier le dialogue. Vous avez vu, si vous suivez, lui il parlait de quelque chose. Le discours a changé. Anthony Blinken qui parlait autrefois, n'est-ce pas, des retours à l'ordre constitutionnel, notamment le rétablissement des Bazoum dans ses fonctions, change de discours désormais à cause de l'uranium donc du Niger. Il y a Orano qui est là-bas. Ensuite, d'autres faits, les indices. Vous avez vu rapidement le Premier ministre Ali Mohamed Zaïn qui était en fonction au Tchad, à la banque. Non, pas à la mission. Je parle de sa fonction. Président. Oui, sa fonction président. Il était en quelque sorte, il travaillait à la Banque africaine de développement du côté des banques. Alors, on lui nomme Premier ministre. Sa première visite, c'est au Tchad. Tchad, on connaît le rapport entre le Tchad et la France. Qui sait aujourd'hui ce qui se passe entre là-bas? Donc, il y a l'uranium qui constitue l'enjeu. Et je reviens encore sur cet aspect. Avant le coup d'État, donc le 25 juin, il y a une réunion qui avait été tenue en France, donc pour discuter naturellement de l'apport de l'uranium du Niger dans l'industrie ou, si vous voulez, dans les centrales nucléaires en Europe.
Donc ce n'est pas quelque chose à amuser. Vous avez tenu cette réunion. Dès un jour après, il y a un pouce qui est déclenché et on sait déjà qu'aujourd'hui il y a une hargne contre la France là-bas et la Russie qui sort le nez donc pour pouvoir prendre cela. Vous avez vu même Prigozhin intervenir sur la question de ces tyraniums-là. Donc ça veut dire que c'est dans l'œil de la Russie. Donc aujourd'hui, la junte non seulement a l'avantage d'ouvrir ce qu'on appelle le couloir du dialogue, ce qu'ils essaient déjà, il y a qu'on appelle des négociations souterraines aujourd'hui qui se passent, et aussi l'Amérique qui ne veut pas perdre la géostratégie donc de là. Donc le Niger constitue aujourd'hui le véritable bouclier entre l'Occident et l'Europe, et on finira toujours par trouver la voie diplomatique comme moyen de solution donc à ces problèmes. D'accord. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé, parce que ça te demande... Non, il fallait les attendre. Il a eu son temps. Vas-y. Non, on a le temps. On a le temps. Il y a un conducteur de l'émission. Non, ça c'est un modérateur dictateur. 2 minutes. Ben, tu vois, vas-y. Un modérateur 1 minute 59 secondes. C'est pour ça que je dis 1 minute 58. 1 minute 57. Je peux réduire tout ce que j'ai à dire rapidement. D'accord. Donc je vais rapidement, je ramasse tout ce qu'ils ont dit. Oui, déjà, je commence par Odilon. Arrêtons ces raccourcis de dire que c'est les coups d'État constitutionnels qui amènent toujours des coups d'État militaires. Oui. Les putschistes ont suffisamment compris la chanson. Oui. Aujourd'hui, il est devenu tellement facile de justifier un coup d'État. Exactement. Il suffit qu'il y ait un mal-être dans n'importe quel secteur, quelqu'un se lève et tous les pays ont des problèmes. Tous les pays ont des crises. S'il faut un malaise pour qu'on se lève à chaque fois, c'est devenu un raccourci. Je me souviens trop rapide. Je n'ai jamais soutenu le coup d'État. Je suis de ceux-là qui ont dit dans ce studio que tu m'as dit, si vous n'êtes pas d'accord avec la gestion d'un dirigeant, il y a une voie diplomatique qu'on appelle le bon sanction. À travers le bon sanction, vous pouvez sanctionner votre dirigeant. Merci, monsieur le modérateur. Ce que je voulais parler rapidement pour soutenir un peu ce que tu as dit. Quand on a juste arrêté Alpha Condé, il était dans la salle, on a vu les vidéos, il dit il y a des problèmes partout. En Côte d'Ivoire, partout autour de nous, il y a des problèmes partout. Est-ce que c'est pour autant dire que parce qu'il y a un petit problème dans un pays, qu'il faut faire c'est devenu, justement, mais tous les pays, même les États-Unis, la France, aujourd'hui, tout le monde a un problème. Kourouma, si on suit toutes vos logiques, n'importe qui peut se lever et faire un coup d'État. Ça devient trop facile. Ça devient très facile. Ça déjà, c'est un aspect. Deuxième aspect, il faut qu'on arrête de se foutre de nos forces armées. On a des équipements, on a du matériel, on peut bien mener des opérations militaires, on peut bien mener des opérations. Quand on fait appel à l'aide extérieure, c'est pas forcément qu'on n'a pas la capacité de mener nos opérations, mais c'est par rapport à tout ce qui est lié à l'efficacité d'une opération militaire. Et mais si vous avez les moyens, qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas de l'efficacité. Je t'ai pas interrompu, mon sang. Odilon, on n'a pas le temps. Alors vous demandez à être efficace, à être accompagné. Vas-y. Je suis désolé. Vas-y. Même en Ukraine ou bien en Russie. Mais il ne comprend même pas. L'Ukraine, la Russie s'est dotée de Wagner. Il faut qu'il arrête certaines choses. Laisse-moi finir. Même les plus grandes puissances aujourd'hui sont des alliés en matière d'intervention militaire. Heureusement qu'il n'est pas militaire, sinon lui, il aurait plombé toutes les opérations de la Terre. Donc je poursuis. Rapidement, heureusement qu'il n'est pas militaire, sérieusement. On va continuer avec cet aspect dont tu parlais tout à l'heure. Quelle est la méthode qu'il faille adopter? Moi, je pense que depuis le départ, la CEDEAO a été trop pressé de brandir l'argument militaire. Peut-être ce qu'il faut faire, pas maintenant pour le cas du Niger, parce que le dialogue il sera consommé, on verra que ça va finir au dialogue. Les prochains coups d'État, parce qu'on avait dit la mise en place d'une force pour lutter contre les putschs. Maintenant, là, cette force, elle a été mise à l'épreuve. C'est sur le tas qu'on a décidé de réunir des choses, préparer une opération, préparer et analyser tout ça. Mais je pense qu'on peut se doter d'une force en attente plus tard pour les prochains coups d'État, sinon ça devient trop facile. Qu'on prenne les mesures qu'il faille. Parfois, il faut, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. On ferme les yeux, à un moment donné, on s'occupe des putschistes. On peut pas se lever. Il faut aussi que la CEDEAO cesse d'être une CEDEAO des chefs d'État, plutôt des peuples. J'ai écouté Simon, j'ai écouté Diané, je t'ai écouté. Donc laisse-moi finir. Aujourd'hui, je dis, il faut qu'on ait la capacité aujourd'hui de taper du poing quand il y a des coups d'État. Sinon, ça devient trop facile. On aura tous les présidents renversés. Et ce qui est malheureux et dramatique, c'est quand on se retrouve. Il y a Simon qui me parlait, il faut que le peuple se soulève. Mais attendez, le peuple se soulève contre ceux qui ont des armes. En Turquie, c'est ce qui s'est passé. Non, mais en Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, qui est président de la Turquie? Non, ce n'est même pas ça. Qu'est-ce que Simon suit l'actualité? Au-delà de cela, ce qu'il dit n'est pas faux. Il faut dire cela. Une tentative de coup d'État contre Erdogan. Il était à l'extérieur du pays. Attention, on parle d'Erdogan. On parle d'Erdogan, un président qui gère le pays d'une main de fer. Et mieux, un président qui a réussi à hisser la Turquie sur l'échiquier international.
international laisse-moi finir. Un président qui a réussi à le faire. Aujourd'hui, attendez, arrêtez. Au Niger, il y a eu une contre-manifestation. Quand vous prenez la mentalité des peuples africains, les peuples africains aujourd'hui ne se dotent pas aujourd'hui d'un courage qui va les amener à affronter les armes. Premier aspect. Et ce que vous ignorez peut-être, ou que Simon fait commodément le choix d'ignorer, expressement d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on mise sur une fibre, le sentiment anti-français. La France est ennemie. Il suffit qu'on dise ça pour réveiller tous les nationalistes de nos nations. Oui, à bas la France, à bas la France. On se sert de cette France-là pour asseoir tout ce qu'on a comme argument. La question, est-ce que la Guinée peut avoir ce même sentiment? La Guinée ne peut pas avoir ce sentiment déjà parce que nous, on a un non-alignement. La Guinée, on n'a même pas ce paradigme. La Guinée ne se sent pas aujourd'hui sous le poids ou la domination française. La Guinée est un État aujourd'hui souverain. La Guinée a des partenaires. Laisse-moi finir. La Guinée a des partenaires en Turquie. La Guinée du légionnaire. La Guinée, gérée par un Français, si vous le voulez, c'est vous qui savez. Moi, je ne vois pas un Français aux commandes. Je vois un Guinéen. Je peux vous décevoir ce soir. Je vais vous décevoir parce que même quand Sékou Touré condamnait, il n'a pas condamné des Français, il disait qu'il condamnait des citoyens guinéens. Avant tout, c'est un Guinéen qui est aux commandes. Vos histoires de la France, ceci, cela, moi je ne vois pas aujourd'hui ce sentiment naître en Guinée, parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la Guinée n'a pas la France n'a pas totalement une emprise sur la Guinée. Elle n'a pas totalement une emprise sur la Guinée. Je suis très sérieux. Aujourd'hui, prenez les échanges Guinée-France, ils représentent quoi? Les échanges Guinée-Turquie et Guinée-Chine, voyez ce que ça représente. Guinée-Russie même représente plus que Guinée-France. Qu'est-ce que la France apporte concrètement au portefeuille d'État guinéen en termes de relations, à part les institutions internationales justement qui appuient la Guinée. C'est pas la France elle-même qui se levait pour venir appuyer la Guinée. Aujourd'hui, le sentiment anti-français ne peut pas naître en Guinée parce qu'on se sent même pas menacé par la France. Le port n'est pas qu'à Bolloré. Le port est à Al-Barak aujourd'hui. Et c'est Al-Barak d'ailleurs. Mais je te dis aussi, le port aujourd'hui. Le port aujourd'hui, ils sont dans les mines. Oui, le port aujourd'hui. Et même la signature Simandou aujourd'hui, c'est un grand conseil. Le port aujourd'hui, c'est un film de conseil français qui a pris ce contrat gré à gré. Le port dont tu parles aujourd'hui, si le port aujourd'hui il est efficace, on connaît tous c'est grâce à qui? C'est grâce à la Turquie et à Al-Barak, grâce aux installations. Donc au régime déchu. Au régime déchu ou quoi, il faut qu'on ait le courage de l'admettre. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler de tout le temps ce sentiment anti-français. Moi je pense aujourd'hui d'ailleurs, même dans les autres nations, mais regardez même ces nations-là, c'est-à-dire l'absurdité humaine parfois, c'est de penser que parce qu'on est opposé sur certains aspects, on ne peut pas collaborer. Quand vous prenez par exemple un exemple très terre à terre, j'ai mon Samsung que j'ai ici. La plupart des téléphones iPhone, la plupart des téléphones iPhone les écrans sont fabriqués par Samsung. Mais dans l'imaginaire des gens, ce sont des marques qui sont en opposition. Même les États, comme la Chine et les États-Unis qui s'opposent tout le temps sur des aspects, à un moment donné collaborent pour donner des meilleurs résultats. Mais la même vient de là. Voilà, on ne peut pas se départir aujourd'hui de nos partenariats. Ce sont les intérêts qui lient les États. On accepte cela. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat. On est précis sur le sujet. Toi, tout le temps, on le déplace. Ce que j'ai dit aujourd'hui. Tu es le plus centré sur le débat. Tout à l'heure, il n'a qu'à replacer. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Permettez. Ce que j'ai dit est très intéressant. Rapidement, parce que à nous d'en juger. C'est ce sujet qui va vous plaire. Ce sujet, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. On a rappelé pourquoi on n'arrive pas à endiguer les coups d'État. Moi, j'ai pointé du doigt un aspect. À partir du moment où le pays où il y a eu coup d'État a des ressources et que les États de l'extérieur ont en tout cas besoin de ces ressources, il y aura toujours un soutien quelque part. On a vu le cas de l'uranium au Niger. On sait qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises qui étaient dans l'extraction de l'île. Partout. Voilà. Aujourd'hui, la Russie est quand même en guerre. La Russie a besoin d'armes. Pourquoi? Quel intérêt pour la Russie de s'opposer aux nouveaux dirigeants du Niger? Eux, ils n'ont pas d'intérêt. Eux, ils veulent plutôt collaborer. Ils ont envie de vendre ces armes aussi. Ils vont envie de vendre ces armes. Aujourd'hui, on a envie de maintenir la guerre et de soutenir ceux qui sont contre la guerre. Tout à fait. Maintenant, lorsque vous avez cet état de fait-là, il est quand même difficile d'endiguer les coups d'État. Parce que quelque part, partout où il y a coup d'État, il y a des ressources et il y a certains pays qui ont besoin de ces ressources-là qui vont collaborer. D'où les intérêts liés pour terminer rapidement, l'autre aspect qu'il a évoqué, moi j'aimerais bien dire, il est bien vrai qu'il y a des populations conscientes. Le plus important, les coups d'État sont plus justifiés par les coups d'État institutionnels que des coups d'État qu'on met devant, c'est-à-dire la fragilité ou autre chose. Des raccourcis. Mais pour terminer rapidement, le peuple au Burkina Faso, ce n'était pas un coup d'État constitutionnel. Alors, au Burkina, ce n'était pas le cas. Au Niger. Au Burkina, ce n'était pas le cas. Au Niger, ce n'était pas le cas. Ceci dit, à bas les putschistes. Tamba, tu es devenu militant. Ouais. Très militant. On le sent. On le sent. Alors.